Ils m'ont ignoré pendant un mois. Ma femme et ma fille me traitaient comme si j'étais invisible, riant derrière mon dos dans leur groupe de discussion secret. Alors, j'ai disparu à 4h47 du matin sans un mot. 3 ans plus tard, elle m'a invité au mariage. Quand j'ai franchi ses portes, elle a vu qui j'étais devenu. Mon nom est David Marsh. J'ai 52 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à concevoir des systèmes de sécurité pour les avions. Des redondances, des systèmes de secours, le genre d'ingénierie qui maintient les avions en l'air quand tout le reste veut les faire tomber. Ironique, n'est-ce pas? Je pouvais construire des protocoles d'urgence pour les jets de Boeing, mais je n'ai jamais vu les voyants d'alerte clignoter dans mon propre mariage avant d'être déjà en piqué. Avec le recul, j'aurais peut-être dû m'en rendre compte plus tôt. La façon dont les yeux de Patricia se voilaient quand je parlais de mon travail. Comment elle a cessé de me demander conseil quelque part autour de sa 2e année de collège. Mais je me suis dit que c'était normal. Les gens grandissent, les relations évoluent, n'est-ce pas? J'étais le pourvoyeur, le solutionneur de problèmes, celui qui s'assurait que l'hypothèque était payée et que les voitures étaient entretenues. Je pensais que cela comptait. Le vrai début de la fin a commencé en mars, environ 5 semaines avant le mariage d'Emma. Je suis rentré d'un voyage de consultation à Seattle, fatigué mais excité parce que j'avais conclu un contrat majeur avec Alaska Airlines. 6 chiffres pour un projet d'audit de sécurité d'1 an. J'ai franchi la porte en m'attendant à peut-être un « Comment s'est passé ton voyage » ou « C'est super, chérie ». Au lieu de cela, Patricia était sur le canapé avec son ordinateur portable et Emma était à la table à manger avec des échantillons de tissus étalés comme une explosion textile. J'ai posé mon sac. Et, je suis rentré. Rien. Pas même un regard. J'ai réessayé, plus fort cette fois. L'accord de Seattle est passé. Nous nous préparons à une très bonne année. Patricia a émis un bourdonnement qui aurait pu signifier n'importe quoi ou rien. Emma a tenu 2 morceaux de tissu crème presque identiques à la lumière, les plissant des yeux comme s'ils détenaient les secrets de l'univers. Je me suis approché de la table. Emma, ils ont l'air sympas. À quoi servent-ils? Elle m'a finalement regardé, mais c'était le genre de regard que l'on donne à un étranger qui se tient trop près dans le métro. Chemin de table, dit-elle platement, puis se tourna vers Patricia. Maman, lequel penses-tu qu'il va le mieux avec les soupes adorées? Patricia se pencha en avant, les étudiant avec une intensité qu'elle n'avait jamais montrée pour mes plans d'ingénierie. Définitivement celui de gauche. Plus de texture. Je suis resté là un instant de plus, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Puis j'ai pris mon sac et je suis monté à l'étage. Personne n'a remarqué. C'était le 1er jour. Au 7e jour, j'avais compris le schéma. Il ne se disputait pas avec moi. Il ne s'énervait pas et ne critiquait pas. Il m'effaçait juste. Les conversations se déroulaient autour de moi, à travers moi, mais jamais avec moi. Je posais des questions sur le fleuriste, le traiteur, le lieu, toutes les choses que j'avais aidé à coordonner pendant des mois. J'obtenais des réponses en un mot ou pas du tout. Parfois, Patricia répétait ma question à Emma comme si je ne l'avais pas posée moi-même. Au dîner du 12e jour, j'ai essayé d'alléger l'ambiance. J'ai fait une blague sur le fait que tous les mariages devraient venir avec un organigramme d'ingénierie pour tout suivre. Emma a regardé Patricia et a levé les yeux au ciel. Patricia a en fait ri de moi, pas avec moi. J'ai terminé mon repas en silence pendant qu'elle discutait des retouches de la robe et des drames des demoiselles d'honneur comme si j'étais un meuble. 19e jour. J'ai cessé d'essayer d'engager la conversation, j'ai commencé à observer à la place. C'est là que j'ai remarqué les petites choses. Comment elle déplaçait des objets sur le comptoir juste hors de ma portée. Comment elle programmait des réunions de mariage et oubliait de me le dire. Comment toutes mes suggestions étaient rejetées. Mais si Patricia disait exactement la même chose 5 minutes plus tard, c'était soudainement brillant. Le 28e jour, tout a changé. Non pas parce qu'elles ont soudainement commencé à me traiter comme un être humain, mais parce que j'ai finalement vu la vérité en noir et blanc. Emma avait laissé sa tablette chargée sur le comptoir de la cuisine. Elle était à l'étage, se préparant pour une autre réunion avec un fournisseur de mariage, une dont je n'avais pas été informé. Patricia était sous la douche. Je faisais du café et l'écran s'est allumé avec une notification. Je n'essayais pas d'espionner. Le message est juste apparu là. Un groupe de discussion avec Emma,
Patricia et deux des demoiselles d'honneur d'Emma. L'aperçu montrait mon nom. Ma main a hésité au-dessus de la tablette. Je n'avais jamais été le genre de mari à fouiller le téléphone de sa femme ou à envahir la vie privée. Mais quelque chose dans mon ventre, ce même instinct qui me disait quand une conception d'avion avait une faille fatale, m'a fait tapoter l'écran. Le chat était intitulé au Wedding Planning Squad. J'ai fait défiler vers le haut, lisant des semaines de messages. La plupart étaient des choses normales sur les fleurs et les plans de table. Puis j'ai trouvé une section à mon sujet. L'une des demoiselles d'honneur avait écrit « Ton père vient-il à l'essayage de la robe ?» La réponse d'Emma, « Hug, j'espère que non. Il plane ces derniers temps. » Patricia avait ajouté « Ne t'inquiète pas. Il va se retirer bientôt. Il le fait toujours. » Puis un autre message d'Emma d'il y a 3 semaines. Il a encore posé des questions sur le dîner de répétition. Tellement agaçant, Patricia. Ignore-le. Il comprendra. La demoiselle d'honneur, c'est un peu dur, n'est-ce pas? Emma, tu ne comprends pas. Il est tellement ennuyeux. Jean, tout doit être pratique et planifié. Il gâche tout le plaisir. Patricia avait envoyé un emoji rieur, puis avait tapé « Donne-lui encore une semaine. Il ne tiendra pas un mois. Ensuite, nous pourrons planifier les choses comme nous voulons. » Je fixais ces mots. Il ne tiendra pas un mois. Comme si j'étais un parasite ennuyeux. Elles attendaient qu'il s'extermine. Comme si ma présence dans la planification du mariage de ma propre fille était quelque chose à endurer et à surmonter. J'ai fait défiler plus loin, j'ai trouvé des captures d'écran qu'elles avaient partagées. L'une venait d'un groupe de discussion familiale où j'avais suggéré de créer une feuille de calcul budgétaire pour les dépenses du mariage. Emma avait encerclé mon message et l'avait envoyé à ce chat privé avec la légende « Il essaie encore ». Plus d'émojis rieurs. Plus de blagues à mes dépens. Patricia avait écrit « Au moins, il est cohérent. » Constamment ennuyeux. La douche à l'étage s'est éteinte. J'ai entendu les pas de Patricia dans la chambre au-dessus. J'ai remis la tablette exactement où je l'avais trouvée. Écran sombre, câble de chargement au même angle. Puis je suis sorti au garage, je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis dans l'obscurité, la porte fermée. Quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé. Cela s'est évaporé. La version de moi qui pensait construire une famille, subvenir aux besoins des gens que j'aimais, être un bon mari et père, cet homme s'est simplement dissous comme le brouillard du matin. Je suis resté là pendant 20 minutes, complètement immobile, tandis qu'une nouvelle version de moi-même s'assemblait dans le silence. Cette version était lucide, méthodique. Cette version avait déjà commencé à planifier. Quand je suis rentré dans la maison, Patricia était dans la cuisine, les cheveux mouillés, regardant son téléphone. Elle a levé les yeux. « Où étais-tu » J'ai souri. J'avais juste besoin d'air. Je vais bien. Elle est retournée à son téléphone, m'oubliant déjà. C'était bien. Je comptais dessus. Je suis parti à 4h47 du matin un mardi. Non par sentimentalité, mais parce que c'est le moment le plus calme dans le quartier. Les chiens encore endormis. Pas de joggeurs matinaux, pas de témoins. Mon sac était déjà dans le coffre, emballé 3 jours plus tôt, et caché sous une bâche dans le garage. Une seule valise. Tout le reste dont j'avais besoin était soit numérisé, soit remplaçable. J'avais appris il y a longtemps que les urgences aériennes exigent de prioriser l'essentiel et d'abandonner le reste. Je me suis tenu dans la cuisine une dernière fois. Le verre à vin de Patricia était sur le comptoir, la tache de rouge à lèvres encore visible sur le bord. Elle avait cessé de les rincer il y a des années, à l'époque où elle avait cessé de se soucier des petites courtoisies qui maintenaient un mariage. J'ai pensé à laisser une note, quelque chose de profond peut-être, mais elles ne méritaient pas mes mots. Elles avaient cessé de les écouter il y a des mois. Au lieu de cela, j'ai retiré mes clés de maison de l'anneau, je les ai posées à côté du verre à vin. Puis, j'ai sorti la carte de crédit conjointe, celle que Patricia utilisait pour les acomptes du mariage, et je l'ai coupée en 2 avec des ciseaux de cuisine. J'ai laissé les 2 morceaux rangés soigneusement à côté des clés. 3 objets alignés, clés, morceaux de carte, verre à vin, une nature morte intitulée « Ce dont j'en ai fini ». J'avais passé les 2 derniers jours à m'effacer méthodiquement de l'infrastructure numérique de la maison. J'avais supprimé mon profil du système de sécurité. J'avais changé tous les mots de passe que Patricia ne connaissait pas.
J'avais effacé ma tablette et mon téléphone de tout ce qui était personnel. J'avais même retiré mon nom du compte administrateur du routeur Wi-Fi. La feuille de calcul de planification de mariage que j'avais construite. Je l'ai transférée à l'email de Patricia avec un simple message, vous vouliez vous en occuper vous-même. Maintenant vous le pouvez. Puis j'ai supprimé mon accès. 2 mois auparavant, j'avais discrètement arrêté mon dépôt direct sur notre compte joint. J'avais commencé à acheminer mes revenus de consultant vers un nouveau compte que Patricia ne connaissait pas. J'avais vendu mes parts dans la société de conseil en aviation que j'avais aidé à construire, celle dont personne dans ma famille n'avait jamais posé de questions. Le produit de la vente était allé dans une structure de fiducie que mon avocat avait mise en place par l'intermédiaire d'un collègue dans le Montana. Chaque fil financier qui me reliait à cette maison, à cette vie, je l'avais coupé systématiquement. Un brin à la fois. J'ai marché jusqu'à ma voiture, une Honda de 15 ans. Je l'avais maintenue en marche par pure obstination. Patricia disait toujours que je devrais acheter quelque chose de plus récent, de plus clinquant, quelque chose qui annonce le succès. J'avais refusé. Il s'avère que cette vieille Honda têtue était parfaite pour disparaître. Le moteur a démarré avec à peine un murmure. J'ai reculé lentement, phares éteints, jusqu'à ce que j'atteigne le bout de la rue. Alors que je m'éloignais, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur une fois. La maison avait l'air paisible dans l'obscurité avant l'aube, comme si elle se remettait d'un mauvais rêve. Elle ne savait pas encore que quand elle se réveillerait, je serais parti. Au moment où Patricia trouverait les clés et la carte de crédit détruite, je serais à 3 états de là. Au moment où elle essaierait d'appeler, mon numéro serait déconnecté. Au moment où elle réaliserait que je ne reviendrais pas, je serais déjà devenu quelqu'un d'autre entièrement. J'ai rejoint l'autoroute en direction du nord. Pas de musique, pas de radio, juste le bourdonnement des pneus sur l'asphalte et la satisfaction tranquille d'un plan parfaitement exécuté. Ils n'ont pas paniqué. C'est ce qui m'a le plus surpris quand j'en ai entendu parler plus tard par une connaissance mutuelle. Patricia n'a pas déposé de rapport de personne disparue. Elle n'a pas appelé mon frère. Elle ne semblait même pas particulièrement préoccupée. Elle a organisé sa soirée vin hebdomadaire 3 jours après mon départ. Son amie Carole, celle aux lèvres légères et aux normes morales plus strictes, a plus tard raconté à quelqu'un qui a raconté à quelqu'un qui m'a finalement raconté. Patricia a agi comme si rien n'avait changé. Quand quelqu'un a demandé où j'étais, elle a soupiré dramatiquement et a dit, Thomas traverse quelque chose. Les hommes de son âge font ça. Il reviendra quand il sera prêt. Traverser quelque chose comme si j'avais une crise de la quarantaine au lieu d'exécuter une extraction soigneusement planifiée. Emma a posté sur les réseaux sociaux la semaine suivante. Une photo d'elle et Patricia dans un salon de mariage. Toutes deux souriantes. La légende disait, juste ces filles qui font avancer les choses. Parfois, c'est tout ce dont vous avez besoin. Des dizaines de commentaires, beaucoup d'émojis en forme de cœur. Personne n'a posé de questions sur moi. L'histoire officielle, telle qu'elle s'est répandue dans leur cercle social, était que j'avais besoin d'espace et que je ne pouvais pas gérer le stress du mariage. Patricia a dit à son instructeur de pilates que j'avais toujours été émotionnellement indisponible. Elle a dit aux voisins que j'avais agi étrangement pendant des mois. Chaque version me décrivait comme fragile, instable, s'effondrant silencieusement. Le récit était brillant, vraiment. En me positionnant comme celui qui faisait une dépression, elle a maintenu la sympathie tout en évitant la responsabilité. Elle était la femme forte, la femme abandonnée qui tenait le coup pour le bien de sa fille. J'étais l'homme d'âge moyen qui ne pouvait pas faire face. Ce que Patricia ne savait pas, c'est que j'avais anticipé cela. J'avais laissé juste assez d'ambiguïté pour qu'elle ne puisse pas revendiquer l'abandon au sens légal, mais pas assez d'informations pour qu'elle puisse me retrouver. J'ai disparu dans la zone grise entre partir et être parti. La première semaine, elle a essayé d'accéder à ses comptes joints. Elle les a trouvés presque vides. J'avais retiré mes contributions légalement, lui laissant exactement la moitié pour elle, sa moitié. La deuxième semaine, elle a essayé de se connecter au portail partenaire de la société de conseil en aviation. Accès refusé. J'ai transféré mes parts à Connor, mon fils de mon premier mariage, par une vente privée dont personne ne savait rien. Le gérant de la firme, un vieil ami, l'avait traité discrètement. À la 3e semaine, Patricia appelait mes anciens collègues. Quelqu'un n'avait-il eu de mes nouvelles? Allais-je bien? Avais-je mentionné où j'allais?
Chaque réponse était la même. Non. Elle a engagé un détective privé la 4e semaine. Je le sais parce qu'il a trouvé l'une de mes fausses pistes, une réservation d'hôtel au Colorado sous mon nom. Au moment où il est arrivé là-bas, la réservation était annulée, et je n'avais jamais été à moins de 500 miles de Denver. Pendant ce temps, la planification du mariage d'Emma a continué sans moi. Elles étaient passées à la carte de crédit de Patricia pour les acomptes. Le fleuriste n'a jamais su que j'existais. Le traiteur avait fait retirer mon nom de toute correspondance. Même la section biographique du site web du mariage, où il était écrit Emma est la fille bien-aimée de David et Patricia Marsh, a été modifiée. Il était désormais simplement écrit Emma Marsh se marie. J'avais été effacé, biffé, comme si j'étais une information classifiée à laquelle personne n'avait plus accès. Mais voici ce qu'elle n'avait pas compris. Pendant que Patricia élaborait son récit et qu'Emma me supprimait de son histoire, je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle ne pouvait pas toucher, ne pouvait pas diminuer, ne pouvait pas ignorer. J'avais loué une cabane dans le nord du Montana, isolée, hors réseau, à l'exception d'une connexion Internet par satellite. Le genre d'endroit où l'on peut penser clairement sans le bruit des attentes des autres. Et je n'étais pas seul. L'appel est venu de l'avocat de Patricia 6 semaines après mon départ. Mon avocate, une femme vive nommée Hélène Rodriguez, spécialisée dans la protection des biens, m'a transmis le message avec un commentaire de 2 mots, ils ont peur. Patricia voulait accéder à mon fonds de pension, celui de mes années chez Boeing. Elle a essayé de se connecter avec d'anciens identifiants et s'est heurtée à un mur. Alors, elle a engagé un avocat, supposant qu'elle pourrait forcer l'entrée. Hélène m'a appelé depuis son bureau à Seattle. David, j'ai leur demande formelle ici. Ils réclament des droits matrimoniaux sur ta pension. J'étais assis sur la véranda de la cabane, regardant l'aigle tournoyer au-dessus du lac, et... Ils n'ont pas de dossier. Tu as restructuré tout en une fiducie vivante il y a 5 ans. Cela précède toute planification de mariage, tout problème conjugal récent. C'est à toute épreuve. Et Emma ? J'ai demandé. C'était ce qui importait vraiment. Elle est désignée comme bénéficiaire, mais sous condition. Elle doit obtenir un diplôme, maintenir un emploi pendant 1 an et établir une résidence indépendante pendant 18 mois sans soutien financier de Patricia. J'ai souri. Donc, elle obtient tout en grandissant, essentiellement. Oui. Ton avocat qui a mis ça en place était brillant. Patricia n'est même pas mentionnée dans les documents de la fiducie. Il y a eu une pause sur la ligne. Puis Hélène a continué, sa voix prudente. David, il y a autre chose. L'avocat de Patricia a mentionné qu'elle envisageait de te faire déclarer légalement mort. C'est prématuré de plusieurs années, mais il teste les os. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Elle veut ma mort sur le papier. Elle veut accéder à tes biens. Et si tu es déclaré décédé, les termes de ta fiducie pourraient s'accélérer. Mais voici le truc. Ils ont besoin de preuves que tu n'es pas seulement absent. Ils ont besoin de preuves de décès ou de disparition dans des circonstances suspectes. Tu as payé tes factures. N'est-ce pas? Tout est automatisé via la fiducie. Alors ils ne peuvent pas prouver ta mort. Tu es juste parti et il y a une grande différence juridique. Après la fin de l'appel, je me suis assis pour assimiler. Patricia ne me cherchait pas par inquiétude. Elle cherchait mon argent. La femme avec qui j'avais passé 23 ans essayait de m'effacer légalement pour pouvoir encaisser. Cette nuit-là, Connor a appelé de Vancouver. Mon fils, celui que Patricia n'avait jamais connu. Celui que j'avais gardé séparé de cette vie parce que j'avais appris à mes dépens que certaines personnes ne méritent pas d'avoir accès à tout ce que tu es. Papa, j'ai vu la notification de la fiducie. Elle a vraiment essayé d'y accéder. La voix de Connor portait de l'incrédulité. Elle pense que c'est le sien, ai-je dit simplement. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé le soleil se coucher sur les montagnes, peignant le ciel de nuances d'orange et de rouge. Rien. Laisse-la s'épuiser. Les murs sont déjà construits. Elle ne sait juste pas qu'elle ne peut pas les escalader. 3 mois après ma disparition, Patricia vendait toujours le récit. J'étais l'homme qui avait abandonné sa famille. Le père qui ne pouvait pas gérer la pression. Le mari qui avait perdu la tête sous le stress du mariage. Puis une photographie a tout changé. La cousine de Laura,
une instructrice de yoga qui voyageait dans des retraites de bien-être comme d'autres collectionnent des timbres, a posté un carrousel sur Instagram d'une conférence sur le leadership en Oregon. Des photos de montagnes pittoresques, des smoothies verts, le contenu habituel. Mais la 4e diapositive montrait une salle de conférence pleine de gens assis en position de méditation, tous face à un orateur à l'avant. L'orateur, c'était moi. J'étais en plein geste, vêtu d'un zip noir et d'un pantalon gris. Pas de notes en main. La photo me prenait de profil, l'air concentré et calme. La légende disait, incroyable discours de DM sur la découverte de la force dans le silence. Cet homme a tout compris. Laura m'avait prévenu des habitudes de médias sociaux de sa cousine, mais j'avais sous-estimé la vitesse à laquelle les choses se propageaient. En 12 heures, quelqu'un que Patricia connaissait l'avait vu et le lui avait envoyé. Patricia a failli laisser tomber son téléphone, selon l'ami d'Emma, qui était là quand c'est arrivé. Elle prenait leur brunch, planifiant les tâches des demoiselles d'honneur, quand le visage de Patricia est devenu blanc. C'est lui, a chuchoté Patricia. Emma a saisi le téléphone, a zoomé, a regardé fixement. 3 mois à raconter aux gens que je faisais une dépression, que j'étais fragile, que je ne pouvais pas faire face. Et là, j'étais, l'air plus sain et plus serein que je ne l'avais été depuis des années. Je ne me cachais pas. Je parlais à des conférences, je dirigeais des ateliers, je construisais quelque chose de nouveau. Laura m'a appelé ce soir-là. Elle riait. David, tu es célèbre sur Internet. Le post de ma cousine a 5000 likes. Les gens demandent qui tu es. Ce n'était pas le plan, dis-je. Mais je souriais aussi. Peut-être que c'est mieux ainsi. Laisse-les voir que tu ne t'es pas effondré. Tu as évolué. Elle avait raison. Le récit que Patricia avait soigneusement construit, l'histoire de l'homme brisé qui avait abandonné sa famille. Il s'est effondré en une seule photographie parce que l'homme sur cette image n'avait pas l'air brisé. Il avait l'air libre. Emma n'a pas appelé. N'a pas envoyé de message. Mais 2 semaines plus tard, une enveloppe est arrivée à la boîte postale que j'avais installée. Papier crème, cher. À l'intérieur se trouvait une invitation de mariage adressée de la main d'Emma. En bas, sous le texte imprimé, elle avait ajouté une ligne au stylo, « Si tu es toujours là, je veux que tu me conduises à l'hôtel. » J'ai tenu cette invitation longtemps, lisant ces mots encore et encore. Elle ne s'est pas excusée, n'a pas expliqué, elle a juste demandé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un simple message au numéro que je savais qu'elle avait toujours. Si je viens, personne ne doit le savoir à l'avance. Sa réponse est venue 3 minutes plus tard. D'accord. Le matin du mariage d'Emma est arrivé avec un ciel couvert, le genre qui rend tout plus lourd qu'il ne l'est. J'avais roulé toute la nuit depuis le Montana, arrivant sur le lieu 3 heures plus tôt. La berline noire que j'avais louée était garée dans le parking de service derrière le bâtiment, invisible pour les invités arrivants. Connor était arrivé de Vancouver la veille au soir. Il m'attendait dans la voiture quand je me suis garé, vêtu d'un costume anthracite élégant qui correspondait au mien. Mon fils ressemblait en tout point à l'architecte à succès qu'il était devenu. « Tu es prêt pour ça ?» demanda Connor alors que je sortais. « Je me suis préparé pendant 3 ans » répondis-je. Il est temps de voir si la préparation porte ses fruits. Nous avons fait le tour du lieu, restant hors de vue. Je pouvais voir les invités commencer à arriver. La sœur de Patricia, les amis d'université d'Emma, des gens que je connaissais depuis des années et qui avaient accepté la version des faits de Patricia sans poser de questions. Connor regarda sa montre. La cérémonie commence dans 40 minutes. Quand fais-tu ton entrée? Quand Emma m'enverra un SMS. Mon téléphone vibra. Le message d'Emma était simple, entrée latérale de la suite nuptiale. Maintenant. Je me tournai vers Connor. Reste ici. Si les choses tournent mal, tu es mon extraction. Il hocha la tête. Le genre de compréhension qui n'a pas besoin de mots. Les familles militaires comprennent. Sécurité opérationnelle. Nous l'avions appris de sources différentes, mais le principe était le même. Je me suis frayé un chemin par l'entrée latérale, passant devant le personnel de restauration trop occupé pour me remarquer. La suite nuptiale se trouvait dans un couloir, loin de la salle principale. J'ai frappé 2 fois. Emma a ouvert la porte elle-même. Elle était déjà dans sa robe, son voile relevé, son maquillage parfait, mais ses yeux étaient rougis.
Papa, murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis des années, j'ai entendu la vraie voix de ma fille. Pas le ton dédaigneux, pas l'exaspération en roulant des yeux. Emma, tu es magnifique, dis-je simplement. Elle m'a tiré à l'intérieur et a fermé la porte. Nous étions seuls. Maman ne sait pas que tu es là. Je n'ai dit à personne, sauf à Ryan. Ryan sait. C'est ton employé chez Aéroconsult Nord-Ouest. Papa, il l'a compris il y a 2 mois quand il a vu ta signature sur son contrat de travail. Il m'a aidé à planifier cela. J'ai cligné des yeux. Ryan Hoffman, le fiancé d'Emma, travaillait pour la société de conseil que j'avais bâtie après avoir quitté Boeing. La société dont j'avais vendu mes parts pour financer ma disparition. Sauf que je ne les avais pas toutes vendues. J'avais transféré un intérêt de contrôle à Connor, gardé une participation silencieuse et continué à consulter via une LLC. Ryan savait et il avait gardé le silence. Est-ce qu'il sait pour Connor? J'ai demandé. Ton autre fils? Oui. Il a aidé Connor à coordonner ton heure d'arrivée. Le réseau de connexion a soudainement pris tout son sens. Ryan n'était pas juste un gars aléatoire qu'Emma avait rencontré. C'était quelqu'un qui avait été vérifié, testé, prouvé digne de confiance, quelqu'un qui avait gagné sa position par la compétence, pas par les connexions. Emma, je dois te dire quelque chose, dis-je. À propos de ta fiducie. Je connais les conditions, m'interrompit-elle. Ryan me les a expliquées. Diplôme, emploi, vie indépendante. Je suis inscrite à temps plein maintenant, je termine en décembre. Et la firme de Ryan m'a offert un poste en gestion de projet à partir de janvier. Et la situation de vie. Nous déménageons à Seattle après la lune de miel. Pas d'aide financière pour maman. J'ai étudié le visage de ma fille. Elle avait grandi. Pas seulement en âge, mais en compréhension. Qu'est-ce qui a changé? Cette photo de toi, dit-elle doucement. Celle de la conférence. Je t'ai vu l'air sain, confiant et libre. Et j'ai réalisé que ce n'était pas toi qui étais brisé. C'était nous. Maman et moi, nous t'avons poussé dehors et ensuite nous t'avons blâmé de partir. Emma, non. Laisse-moi finir. J'ai vu cette photo et je me suis demandé, quand ai-je été aussi heureuse pour la dernière fois? Et je ne pouvais pas me souvenir parce que j'avais vécu la vie de maman, pas la mienne, faisant ses choix, suivant ses règles. Et regarde où cela m'a mené. 27 ans, pas de diplôme. Pas d'emploi, pas d'indépendance. Elle prit une inspiration, s'étudiant. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends même pas à ce que tu restes après la cérémonie, mais j'avais besoin que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que nous t'avons fait. J'ai posé ma main sur son épaule. Je suis là parce que tu m'as demandé de l'être. C'est suffisant. Voulez-vous me conduire à l'hôtel? C'est pourquoi je suis venu. Elle m'a alors serré dans ses bras, délicatement. En essayant de ne pas froisser sa robe. Quand elle s'est reculée, elle pleurait. Maman va perdre la tête, dit-elle avec un rire tremblant. Laisse-la. La musique a commencé. Cette marche nuptiale traditionnelle qui joue aux cérémonies depuis des générations. Par la petite fenêtre de la suite nuptiale, je pouvais voir les invités se lever, se tourner vers les portes. Emma a pris mon bras. Sa main tremblait légèrement. Prête? J'ai demandé. Non, a-t-elle admis. Mais faisons-le quand même. Les portes se sont ouvertes. Toutes les têtes de cette pièce se sont tournées, et le souffle collectif était audible. Ils attendaient Patricia. Ils attendaient le récit d'unité mère-fille qui avait été vendu pendant des mois. Au lieu de cela, ils m'ont eu, le fantôme, le père absent, l'homme qui avait soi-disant abandonné sa famille. Mais je ne ressemblais pas à un homme en fuite. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, quelqu'un qui s'était reconstruit. Emma et moi avons fait le premier pas ensemble. Sa prise sur mon bras s'est resserrée. J'ai gardé mon rythme régulier, mes yeux fixés droit devant. Ne regardant pas Patricia, qui se tenait figée près du devant. Son visage passant par le choc, la colère, et quelque chose qui aurait pu être de la peur. Ne regardant pas les invités, dont les chuchotements créaient un léger bourdonnement dans la pièce. Ne regardant personne d'autre que ma fille, qui avait besoin que je sois assez fort pour la porter à travers ce moment.
Ryan se tenait à l'autel et quand j'ai croisé son regard, il m'a fait un signe de tête subtil. Respect, reconnaissance, le genre de reconnaissance qu'un professionnel donne à un autre. Nous avons atteint le devant. Emma s'est tournée vers moi, m'a embrassé la joue, a murmuré un merci. J'ai placé sa main dans celle de Ryan, j'ai reculé et j'ai pris place de l'autre côté de la pièce, pas au premier rang où les pères s'assoient traditionnellement. Ce serait le rang de Patricia. Au lieu de cela, je me suis assis près du milieu à côté de Connor, qui s'était glissé par une porte latérale pendant la procession. Patricia nous a regardés fixement, moi, puis Connor, puis de nouveau moi. Sa bouche s'est légèrement ouverte, essayant de traiter ce qu'elle voyait parce que Connor me ressemblait. Même mâchoire, même carrure, mêmes yeux. Et il était assis à côté de moi comme s'il était à sa place. Elle ne le connaissait pas. Elle n'avait jamais su que j'avais été marié auparavant, elle n'avait jamais posé de questions sur mon passé parce qu'elle avait été trop concentrée sur le contrôle de mon présent. Maintenant, elle voyait la preuve que j'avais toute une vie à laquelle elle n'avait jamais eu accès. Un fils qu'elle n'avait jamais rencontré. Une structure familiale qui existait complètement en dehors de sa connaissance. L'officiant a commencé à parler, mais je l'entendais à peine. Je regardais Patricia essayer de garder son sang-froid pendant que son monde se réorganisait. La regarder réaliser que chaque histoire qu'elle avait racontée, chaque récit qu'elle avait construit était basé sur des informations incomplètes. Connor s'est penché et a chuchoté, elle a l'air de voir un fantôme. 2 fantômes, ai-je corrigé. La cérémonie a continué. Les vœux ont été échangés. Les alliances ont été passées. Emma et Ryan ont été déclarés mari et femme. Pendant tout ce temps, Patricia est restée rigide, sa façade soigneusement construite se brisant à chaque instant. Quand la procession de sortie a commencé et que le jeune couple marié a descendu l'allée, Emma a croisé mon regard et a souri. Un vrai sourire, le genre que je n'avais pas vu d'elle depuis des années. Patricia m'a intercepté avant que je ne puisse quitter mon siège. « Qu'est-ce que tu fais ici » siffla-t-elle, gardant sa voix assez basse pour que les invités proches ne l'entendent pas. « J'ai été invité, dis-je simplement. »« Par qui ?»« Par la mariée. »« Ma fille. »« Ta fille ?»« Tu l'as abandonnée. »« Tu es parti sans un mot. » Je la regardais calmement. « Je t'ai quitté, Patricia. Il y a une différence. Emma a choisi de me réinviter. C'était sa décision, pas la tienne. » Elle jeta un coup d'œil à Connor. « Et qui est-ce » ? « C'est Connor. Mon fils. » Son visage devint pâle. « Ton quoi ?»« Mon fils de mon premier mariage. Celui sur lequel tu n'as jamais posé de questions. » La réception battait son plein quand Patricia m'a finalement accosté. J'étais près de la terrasse du jardin avec Connor, regardant Emma et Ryan danser leur première danse en tant que couple marié. Patricia s'est approchée, son verre de vin serré trop fort, son sourire absent. « Nous devons parler maintenant. »« Il n'y a rien à discuter, dis-je calmement. »« Rien ? Tu apparais après 3 ans avec un fils que je ne connaissais pas et tu penses qu'il n'y a rien à discuter ?» Connor s'est rapproché légèrement. « Madame Marsh, ce n'est peut-être pas le moment. »« Je ne te parle pas, lui lança-t-elle. Puis, se retournant vers moi. « Depuis combien de temps planifiais-tu ça ? Depuis combien de temps me mentais-tu ? » Je n'ai jamais menti, Patricia, tu n'as jamais posé de questions. 23 ans de mariage et tu n'as jamais posé une seule question sur mon passé. Tu as juste supposé que tu savais tout ce qu'il y avait à savoir. Son visage rougit. Alors c'est ma faute ? Ce n'est la faute de personne. C'est comme ça. J'avais une vie avant toi. Connor fait partie de cette vie. Le fait que tu ne le connaisses pas en dit plus sur ce que tu n'as pas demandé que sur ce que je n'ai pas dit. Et la fiducie, l'argent que tu m'as caché ? Je n'ai rien caché. J'ai protégé des biens que j'avais acquis avant notre mariage. C'est légal. C'est intelligent. Et franchement, étant donné que tu as essayé de me faire déclarer mort pour accéder à ces biens, je dirais que mes instincts étaient corrects. Elle recula comme si je l'avais giflé. Je n'ai jamais. Si, tu l'as fait. Ton avocat a déposé des documents préliminaires. Mon avocat a des copies. La mère de Patricia, Dorothy, apparut à nos côtés. La femme âgée regarda sa fille avec de la déception gravée sur chaque ligne de son visage. Patricia, dit Dorothy doucement.
Arrête de faire une scène au mariage de ta fille. Maman, ne te mêle pas de ça. Non, je m'en suis mêlé trop longtemps. Dorothy se tourna vers moi. David, je m'excuse pour le comportement de ma fille. J'ai essayé de lui dire qu'elle te traitait mal. Elle n'a pas voulu écouter. Patricia regarda sa mère. Tu prends parti. Je prends le parti de la décence. Tu as ignoré cet homme pendant un mois, tu t'es moqué de lui derrière son dos, et quand il est parti, tu as essayé de lui voler son argent. Que attendais-tu de lui? Il nous a abandonnés. Il t'a quitté, corrigea Dorothy. Et peux-tu honnêtement dire que tu lui as donné une raison de rester? Le silence qui suivit était lourd. Patricia regarda sa mère, moi, Connor, et sembla enfin comprendre qu'elle avait perdu le récit. Personne ici ne croyait plus sa version. Emma s'approcha, toujours dans sa robe de mariée, Ryan à ses côtés. Maman, ne pouvons-nous pas faire ça aujourd'hui? Ton père. Mon père est ici parce que je lui ai demandé de venir, et je suis content qu'il soit venu. Je suis content que Connor soit venu. Je suis reconnaissante qu'ils soient tous les deux venus quand j'en avais besoin. Les yeux de Patricia se remplirent de larmes. Des vrais cette fois, pas de la performance. Tu le choisis lui plutôt que moi. Je ne choisis personne plutôt que personne, dit Emma fermement. J'en ai juste marre de faire semblant que papa était le méchant de cette histoire. Il ne l'était pas. C'était nous. Je ne suis pas resté pour toute la réception. Une fois qu'Emma et Ryan ont eu leur première danse, une fois les discours terminés et le gâteau coupé, Connor et moi nous sommes éclipsés. Nous avions dit ce qu'il y avait à dire juste en étant là. Laura nous attendait à l'hôtel. Sophia dormait dans le berceau portable que nous avions apporté. Elle leva les yeux quand j'entrai, cherchant sur mon visage des signes de la façon dont ça s'était passé. Emma était magnifique, dis-je. Et elle va bien. Et Patricia, mais elle n'est plus mon problème. Laura traversa la pièce et me serra dans ses bras. Pas par pitié, mais par partenariat. Elle m'avait aidé à me reconstruire au cours des 2 dernières années. Elle m'avait aidé à me souvenir de ce que ça faisait d'être avec quelqu'un qui me voyait réellement. Connor commanda le service en chambre et nous 3 avons dîné pendant qu'il racontait des histoires sur ses projets d'architecture à Vancouver, sur sa femme Sarah et leur fils, mon petit-fils, qui allait entrer à la maternelle à l'automne. Tu devrais venir nous voir correctement, dit Connor. Plus de cachettes. Plus de voyages secrets. Juste des visites de grand-père normales. J'aimerais ça. Mon téléphone vibra avec un SMS d'Emma. Merci pour aujourd'hui. On peut prendre un café la semaine prochaine? Juste nous deux. Je le montrai à Laura. Elle sourit. Elle tend la main. Oui, elle le fait. 8 mois plus tard, Emma a obtenu son diplôme en commerce. J'étais dans le public, assis entre Connor et Laura. Patricia était là aussi, mais de l'autre côté de l'auditorium. Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. Emma a commencé son travail à la firme de Ryan, celle dont j'avais encore une participation partielle. Elle était bonne en gestion de projet. Il s'est avéré qu'elle avait le sens du détail et des délais. Je me demandais d'où elle tenait ça. Elle et Ryan ont déménagé à Seattle, ont loué un appartement, ont vécu de leurs propres revenus. Quand 18 mois se sont écoulés, Emma avait rempli toutes les conditions de la fiducie. Je l'ai invitée à déjeuner dans un restaurant surplombant l'eau. Connor est venu de Vancouver. Quand nous avons montré à Emma les documents de la fiducie, lui expliquant tout ce qu'elle avait hérité en choisissant de grandir, elle a pleuré. Je ne mérite pas ça, murmura-t-elle. Tu l'as mérité, ai-je corrigé. Tu as fait le travail. Tu es devenue indépendante. C'était tout l'intérêt. Elle regarda Connor. J'ai un frère. Tu en as un. Et une belle-sœur et un neveu qui ont hâte de rencontrer tante Emma. Nous avons passé 3 heures dans ce restaurant à construire quelque chose de nouveau. Ne pas réparer ce qui était brisé et ne pouvait pas être réparé, mais créer quelque chose de différent, quelque chose d'honnête. Patricia a appelé une fois des mois plus tard. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal demandant si nous pouvions parler. Je l'ai supprimé sans écouter tout le message. Certaines portes, une fois fermées, devraient le rester. Laura et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans le Montana. Juste la famille. Connor et Sarah,
Emma et Ryan, Sophia en tant que demoiselle d'honneur. Pas de drame, pas de jeu, juste des gens qui voulaient être là. Emma a prononcé un court toast à la réception. Mon père m'a appris que parfois, il faut s'éloigner des gens qui ne voient pas votre valeur. Et parfois, si vous avez de la chance, ils le comprennent avant qu'il ne soit trop tard. Je suis reconnaissante de l'avoir compris à temps. Elle m'a regardé en disant cela, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu ma fille. Pas la marionnette de Patricia, pas une fille prétendant être adulte, mais une femme qui avait choisi de construire sa propre vie. Cela valait chaque matin silencieux que j'avais enduré, chaque question ignorée, chaque moment de me sentir invisible parce que j'avais cessé d'être invisible en refusant de rester là où je n'étais pas valorisé. Et à la fin, les gens qui comptaient ont retrouvé leur chemin.